Mes chers camarades, bien le bonjour, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast, on est absolument partout. Avoir l'électricité chez soi aujourd'hui, ça paraît carrément naturel. Et quand il y a une coupure, on est souvent les premiers à râler, mais il y a une petite centaine d'années, vraiment c'était tout le contraire. Et c'est de ça dont je vous propose de parler dans ce nouvel entretien, non pas de coupure de courant, mais de l'histoire de l'acheminement de l'électricité, parce qu'on n'y pense pas forcément comme ça, mais vous allez l'entendre, c'est passionnant. Et pour découvrir cette histoire, j'ai le plaisir de recevoir Jordan Provost, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Il a soutenu en 2022 à l'université Bordeaux-Montaigne une thèse intitulée « Les think tanks français entre héritage structurel et mutation du temps présent, histoire d'une identification et d'un développement aux frontières des pouvoirs, des savoirs et de la société civile 20e, 21e siècle ». Comme d'habitude, les titres de thèse, c'est toujours un petit peu long. Il est aujourd'hui responsable d'études en recherche et développement énergie, réseau et société chez RTE, réseau de transport d'électricité, qui est le partenaire de cet entretien. D'ailleurs, on a fait un épisode ensemble sur YouTube que je vous invite à aller voir, donc je les remercie pour ça et on en reparle un petit peu plus tard dans l'émission. En attendant, eh bien, je vous demande d'accueillir avec plaisir le camarade Jordan. Bonjour Jordan. Salut Benjamin, je me marre un peu parce que je m'attendais pas à ce que tu cites mon titre de thèse et tu me renvoies 3 ans en arrière. J'aurais vraiment dû le réduire, on me l'avait déjà dit, mais avec du recul, ils avaient carrément raison. Mais t'es pas un cas isolé, je te rassure, à chaque fois les titres de thèse, Ouais, c'est... ouais, Voilà. mais là, comme ça, c'est génial. Mais au moins on sait où on met les pieds. Alors donc aujourd'hui tu bosses pour RTE, mais t'as ce background historien. Comment est-ce que t'en es arrivé là aujourd'hui? Ouais, mais alors comme tu l'as cité, en fait, j'ai pas travaillé initialement dans le cadre de mon doctorat spécifiquement sur l'histoire de l'électrification. Je travaillais dans le champ de l'histoire politique et de l'histoire des idées, pour faire court, autour de ces objets qu'on appelait think tanks entre les années 70 et 2017 à peu près. Néanmoins, dans le cadre de mes recherches et en parallèle, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces questions d'électrification, de sociologie de l'histoire de l'électrification, par le biais d'une chaire de recherche, donc la chaire Réseau électrique et société en transition, qui est hébergée à l'université Bordeaux-Montaigne. Et donc, en fait, j'ai été chargé de projet de cette chaire. J'ai animé à la fois la recherche, la formation avec Christophe Bounot et Cyril Abonnel à l'époque. Et donc, c'est ce qui m'a fait mettre les pieds dans le plat dans le réseau, à la fois de distribution d'abord avec Enedis, puis avec RTE qui a participé à cette chaire de recherche. Et donc, j'ai longtemps travaillé sur différentes questions afférentes justement à l'électrification, à cette histoire aux phases de l'électrification, aux différents contextes et à sa mise en société, si je puis dire, du 19e siècle, de la fin du 19e jusqu'à nos jours. Donc, je ne me suis pas spécialisé dans mes travaux de thèse, mais j'ai quand même beaucoup abordé cette question depuis maintenant 2018, donc ça commence à faire un petit bail. Tu doutais que c'était aussi riche avant de bosser dessus? Je savais que c'était une histoire assez riche, parce que dans le cadre de mon parcours, j'étais dans un master de recherche où les questions environnement étaient assez présentes, donc de fait, les questions énergie étaient assez prégnantes dans ce parcours recherche. Donc oui, il y avait déjà des questionnements préalables avant 2017-2016. Mais je m'attendais pas à creuser le sujet aussi profondément à partir de là et à me prendre dans la tête un petit peu tous ces facteurs qui rentrent en compte quand on aborde la question. C'est pas juste de l'industrie, c'est pas juste une question de mise en société, c'est tout un ensemble de facteurs interconnectés et qui sont hyper complexes. Et c'est vrai que quand on allume la lumière, on n'a pas forcément euh, tout ce background derrière. Et alors, il y a le fois le côté histoire, il y a le fait d'avoir côtoyé aussi le milieu industriel. Ça a été hyper chouette, parce que le fait de travailler dans une chaire de recherche comme ça, qui est en connecté donc à des industriels, c'est pouvoir échanger avec les métiers, les directions, les stratégies, comprendre un petit peu comment ça fonctionne aussi du point de vue de l'industriel et d'avoir les deux points de vue. Je trouve que ça a été hyper enrichissant. En tout cas, dans mon parcours, ça a été une super opportunité. Question comme ça au passage, mais souvent on dit, moi c'est une question que je pose à pas mal d'invités, je dis mais à quoi ça sert l'histoire? Et j'ai plein de réponses différentes de la part des historiens que je reçois ici, et souvent d'ailleurs un des constats qui peut revenir même pour le grand public, c'est de se dire mais est-ce que l'histoire c'est pas un peu déconnecté
de notre société contemporaine, là où on est, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Toi, t'en dis quoi, du coup, justement? Moi, je trouve bien dire, quand on me demande à quoi il sert ton boulot, je sers à rien. J'ai pas envie de servir, forcément, c'est pas la question. Mais plus concrètement, en fait, si l'histoire, à quoi ça sert de comprendre? C'est me poser la question, ça sert à quoi de comprendre les choses? Ça sert à rien. Bah si, ça sert à faire fonctionner plein de choses. Et là, en l'occurrence, regarder le passé, essayer de comprendre toute sa complexité, c'est quand même d'avoir, à mon avis, une meilleure représentation du présent, une meilleure capacité à s'engager dans l'avenir. C'est le cas des entreprises aujourd'hui quand on parle de transition énergétique. C'est-à-dire quoi ce machin? Quand on parle de décarbonation dans la transition énergétique, ok, mais ça vient d'où? Est-ce qu'il y a eu des transitions dans le passé? Est-ce qu'il y a eu alors si oui, à quoi ça correspond? Un mouvement de transition, une évolution? Du coup, comment on l'engage? Est-ce que c'est déjà engagé? Comment ça se fabrique? Ça aide à comprendre des mécanismes à la fois sociotechniques, politiques aussi. Et ouais, ça sert juste à comprendre et c'est déjà énorme quand même. On ne demande pas à un physicien pourquoi il cherche à comprendre des phénomènes. Donc, je pense que voilà, j'ai tendance à ramener moi à ramener la question à ça. Alors, on va le voir par la suite. C'est surtout au début du XXe siècle que la France va connaître sa première phase d'électrification. Avant ça, qu'est-ce qu'on sait avec l'électricité? Avant le XXe siècle, en fait, il y a une longue période d'innovation, qui sont liées à l'électricité, donc on peut remonter très loin. Mais moi, j'aime bien me concentrer sur le 19e siècle, même la moitié du 19e siècle, sur la place des imaginaires sociotechniques d'ingénieurs dans l'histoire de l'électrification. C'est un point qui me paraît central, notamment en France, où il y a une culture d'ingénieurs qui est très forte, et une culture de l'innovation qui est très forte. Et l'électricité, elle rentre pleinement en fait dans cette culture d'ingénieur. Et je trouve que c'est un point d'entrée intéressant parce qu'il y a une espèce de glorification de l'innovation électrique à ce moment-là, qui va passer par plein de choses jusqu'au début du 20e siècle, pardon. Donc que ce soit dans des trucs qui paraissent tout cons aujourd'hui, mais en 1910, l'invention du néon et la place que ça prend dans l'éclairage, c'est une innovation assez formidable. Tu prends la téléphonie, c'est énorme. Tu l'expliques très bien dans le documentaire le reportage que tu as pu réaliser avec RTE. Il y a toute une succession d'innovations qui irriguent l'histoire et qui irriguent la culture des jeunes des ingénieurs. Et il y a un point qui est important à prendre en compte dans cette histoire de l'innovation, c'est la démonstration de l'innovation. C'est un truc dont on parle un petit peu quand même, et donc de la démonstration et de la diffusion à la société. Et t'as plein d'exemples dans l'histoire de l'expression de la technique dans l'espace public. Tu peux le voir, par exemple, l'exposition universelle de 1881, c'est la glorification de l'électrification, mais aussi sa démonstration. Et l'expression à la société, à un public large, dans un espace où on a une culture des sciences et techniques, ou une appétence pour les sciences et techniques qui est très très forte. Donc, je trouve que le 19e siècle, il est bien en évidence ça, et c'est un point d'entrée intéressant pour aborder l'histoire de l'électrification, finalement, avant que la France soit véritablement électrifiée, comme on le connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est un préalable que je trouve assez important, cette question de l'électrification qui imprègne les imaginaires. Et alors du coup, comment c'était perçu par les gens? Parce que j'imagine que vu que c'était l'électricité venait d'arriver, c'est une techno un peu nouvelle, donc il y a un imaginaire qui va se développer, qui va se refléter un peu partout dans la fiction. Comment est-ce que les gens se représentent ça? C'est assez intéressant cette question avant le XXe siècle, parce qu'en fait, c'est un truc un peu magique auquel t'as pas accès quand même. Enfin, c'est une avancée scientifique, c'est des projections aussi. Parce qu'on parle des avancées scientifiques, mais aussi il y a une projection sur des utopies électrifiées, comme on pourrait presque les appeler. Parce que tu as un genre quand même qui se crée à ce moment-là. En France, on parle beaucoup de la science-fiction aux États-Unis, mais il y a une histoire de la science-fiction française qui est d'ailleurs très très bien abordée par Natacha Vazder en littérature. Je recommande la lecture. C'est le rapprochement entre science et fiction. C'est un point important de l'histoire de la littérature française. Et c'est au 19e siècle que ça s'opère. Et c'est-à-dire que la narration s'empare de la science et l'injecte dans des histoires. Et tu vas te retrouver avec des auteurs comme Jules Verne, par exemple, entre autres, Walter Rovida, les dessinateurs, qui vont mettre en scène des utopies électriques, si je puis dire, ou en partie, dans laquelle on se projette un petit peu sur ce que pourrait être l'électrification des usages au XXe siècle,
Et donc, tu as des exemples frappants. Je reprends mes doses. Tac. J'ai une petite lecture là-dessus. Alors, je te reprends ça. Tu vois, dans Les Voyages extraordinaires, donc on est au milieu du 19e, j'ai pris un petit extrait de l'arrivée de l'éclairage. Alors, l'électrification, elle est beaucoup portée en France, c'est très bien abordé dans ta vidéo, par ce prisme de l'éclairage, initialement. Et c'est en fait, on retrouve des racines là-dedans dans les questions de fiction autour de l'électricité. Je vais te citer un passage là des Voyages extraordinaires. La foule encombrait les rues. La nuit commençait à venir. Les magasins somptueux projetaient au loin des éclats de lumière électrique. Les candélabres établis par le système de Way, par l'électrification d'un filet de mercure, rayonnaient avec une incomparable clarté. Ils étaient réunis au moyen de fils souterrains. Au même moment, les 100 000 lanternes de Paris s'allumaient d'un seul coup. Je trouve que ce passage, il est assez énorme parce qu'en fait, là, on parle juste d'un truc de la lumière qui s'éteint et qui se rallume à partir de 19h quand il commence à faire nuit à l'automne. Ben, en fait, non, à ce moment-là, c'est énorme, en fait, ce truc-là. On parle de l'éclairage à gaz avant l'éclairage électrique. Et là, on te parle d'un truc qui est visiblement complexe. Il y a l'emploi de notions qui, à ce moment-là, sont pas forcément familières à la population. En parallèle, c'est un peu la magie, c'est la nuit qui s'illumine, c'est la ville qui s'illumine, sans toute la procédure de l'éclairage à gaz, les risques aussi inclus dans l'éclairage à gaz. C'est cette modernité qui est véhiculée dans la science-fiction. Donc là, je t'ai pris un exemple, mais t'en as plein d'autres. Et j'ai vu dans le reportage que tu avais fait que tu avais employé l'image d'Albert Robida, la fameuse illustration où on voit Paris. Donc c'est une illustration où le Paris ou le XXe siècle électrique. Et en fait, on voit une ville saturée de réseaux. Et je trouve ça intéressant parce que Robida, lui, il se projette sur des usages électrifiés dans ses dessins. À quoi ressemblera au XXe siècle l'électricité. Et en parallèle, il montre aussi l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a des câbles en fait. Et sur l'illustration que tu présentais, c'est dommage qu'on puisse pas présenter là, mais tu as vraiment cette illustration qui est frappante, je trouve, où on voit l'infrastructure. C'est pas juste un objet immatériel, c'est pas la fameuse fée électricité qui arrive et qui apporte par magie la lumière, c'est aussi une infrastructure. Donc je trouve que la science-fiction, elle apporte un peu tout ça. Et ça prépare aussi les esprits, ça acculture les esprits à l'électrification. Et on a quelques questions dans le chat. On nous demande par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui avaient peur de cette nouvelle source d'énergie ? Je sais pas, j'ai pas de témoignage parce que déjà, c'est assez peu documenté. L'histoire sociale de l'électricité, elle est pas forcément extrêmement documentée dans ces périodes parce qu'en fait, il y a une faible diffusion. Néanmoins, tu peux te référer au créateur justement. Et en l'occurrence, Robida, tu as plusieurs lectures dans ce qu'il traduit dans son œuvre. D'une part, ça peut se traduire comme une glorification classique de l'électrification, une utopie classique. Inversement, tu peux voir aussi une servitude. Que veut dire asservir la fée électricité, c'est-à-dire combiner à tous les usages humains et dominer cet élément-là qui jusque-là était inconnu. Ça, c'est un premier point. La science va nous permettre de dominer ça. Donc, on asservit la fée électricité qui sert nos besoins. Et derrière, tu as une triple lecture. Mais attention, en quoi on se rend pas dépendant aussi à de nouveaux modes de vie, donc il y a un peu, est-ce que c'est une crainte, une peur? J'irai pas jusque là. Peut-être qu'on a des cas en effet, parce que il y a cette histoire, le fait que ce soit associé à la foudre, à des éléments dangereux. Mais dans cette histoire, plutôt en termes de société, il y a des questionnements peut-être plus complexes que la seule glorification de l'électrification. Et déjà, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette double, triple lecture de certains auteurs et dessinateurs du 19e. Et alors, quand on parle de fées ou qu'on emploie des mots comme magique, on nous demande aussi s'il y avait des phénomènes de gens qui sortaient dans la rue pour observer ça un petit peu comme une attraction. Ouais. Alors là, on se projette plutôt sur le début du 20e. Mais aussi sur la toute fin du 19e, selon les cas, où oui, l'arrivée de l'électricité, c'est un moment de fête. Je peux te donner un exemple. T'as l'arrivée de l'électricité à Moutier. À Moutier, donc on est en 1800, je vais pas dire de l'électricité 90 ou 91. C'est la teuf à Moutier. C'est clairement, il y a la fanfare pendant tout le week-end, c'est fanfare, c'est démonstration. C'est une grosse conférence aussi pour parler des usages de l'électricité et c'est associé en fait à l'arrivée de l'éclairage public. Donc, je pourrais te détailler ça si tu veux tout à l'heure, mais là pour répondre directement à la question, dans de nombreux villages en France notamment, l'arrivée de l'électricité, ça peut être associé à un moment de fête, de la fête électricité,
Et donc, il y a ce côté curiosité, mais ce côté aussi entrer dans la modernité. Alors, dans quel contexte a lieu cette première phase d'électrification en France? Alors, faut pas imaginer donc quelque chose, un mouvement uniforme d'une France qui s'électrifie progressivement à partir du 19e. Mais en fait, c'est un mouvement très long et qui est d'abord très local. L'électricité, c'est une foule de petites compagnies déjà qui se forment en France progressivement au 19e siècle. Et en Allemagne aussi. Alors après, je suis pas un spécialiste de l'Allemagne non plus, mais donc on a plein de compagnies d'électricité qui se créent au cours du 19e siècle en France et qui ont différentes formes et qui assurent différents types d'usages et qui desservent un périmètre très local. Donc ça ressemble à ça, en tout cas en termes de composition, d'organisation. Et, euh, et là, pour prendre un petit peu quelques données, tu vois, mais tu vas avoir, donc j'ai pris en exemple la Société normande d'électricité. Donc elle, on est en 1888, elle est chargée en gros de participer à l'électrification de Rouen. Donc c'est une centrale thermoélectrique qui alimente 4 machines à vapeur et environ, on parle de 300 abonnés, tu vois. Donc ça, c'est l'électrification urbaine, enfin une partie de l'électrification urbaine de Rouen en 1888. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois, l'un des premiers pylônes ou poteaux de la centrale électrique, c'est le clocher d'une des églises du quartier de Rouen. Donc c'est intéressant de voir aussi que c'est une première partie de bricolage autour de l'électrification en France qui se passe au milieu d'une foule d'acteurs différents. On compte à peu près jusqu'en 1940. Alors le chiffre il est assez instable, mais tu as environ 800, 1000 compagnies d'électricité qui ferment, qui ouvrent, en tout cas dans ce premier 20e siècle. Ça pour les chiffres à peu près, et qui vont desservir des périmètres, en tout cas surtout à la fin du 19e au début du 20e, très restreints en termes de géographie. À cette époque, il y a quand même au début de l'électrification, un développement assez énervé des centrales hydroélectriques, non? D'abord, en fait, le développement un peu énervé, pour le coup, c'est plutôt sur le thermoélectrique, notamment dans les bassins industriels. Mais dans un second temps, se met assez rapidement en place un développement de l'hydroélectricité, de la fameuse houille blanche, où là, en effet, surtout de fait dans les régions montagneuses, qui sont de fait moins industrialisées, il y a tout un tas d'entrepreneurs qui voient une opportunité dans la conversion, enfin déjà dans les innovations liées à l'électricité, et qui voient une opportunité de convertir notamment les usines autrefois hydromécaniques en usines hydroélectriques. Et donc en effet dans les Pyrénées et dans les Alpes, plus tard dans le Massif central, tu as la multiplication d'usines hydroélectriques qui vont ensuite répondre à différents besoins d'usage et qui sont l'objet en fait, d'entrepreneurs qui se lancent dans cette opportunité qui est ouverte et qui s'associe à différents usages à ce moment-là. Et on voit que c'est dans ce créneau, dans ce contexte, fin 19e, début 20e, que commence à se dessiner une géographie de l'électricité en France, entre le nord, plutôt thermoélectrique, une géographie de l'électricité, hein, et un sud-ouest et une partie du sud-est, surtout dans le massif alpin, de fait, plutôt hydroélectrique. Alors tu nous le disais tout à l'heure, cette arrivée de l'électricité dans les villages et les villes, elle est souvent célébrée. On comprend pourquoi. Quel usage on avait de l'électricité dans ces villes et villages? Les usages, déjà, j'en ai parlé un peu au début, c'est l'éclairage public. C'est l'élément fort de la diffusion de l'électricité au 19e, au début du 20e, c'est l'éclairage public électrique. Ça, c'est un peu le leitmotiv, hein, tu vois, partout. Néanmoins, tout à l'heure, je prenais l'exemple de Moutier. Ça alimente aussi la petite industrie. Et par exemple, l'imprimerie de Moutier, donc, qui distribue le journal Le Tarin, dans lequel d'ailleurs on retrouve les traces de cette fameuse fête au village liée à l'arrivée de l'électricité. Ça alimente aussi la conversion de l'imprimerie, donc un aspect de l'industrie locale de production. Tu vas le retrouver aussi à Saint-Étienne, par exemple dans le secteur de la rubannerie, pour sortir un peu simplement de l'éclairage. Donc là, on parle des métiers à tisser. Hein, c'est plutôt initialement un métier associé, un métier plutôt masculin à ce moment-là, et l'électrification. Et c'est un métier, pardon, que tu pratiques plutôt en atelier. Donc c'est à peu près plus de 20 000, je crois, ateliers
rubannerie dans la région stéphanoise à ce moment-là. Donc c'est un gros secteur industriel, mais très éparpillé, en petits ateliers. Et l'électrification permet la mécanisation des machines. Donc c'est un métier assez difficile, donc très marqué, très sexualisé. Et en fait, tu as un mouvement qui s'opère à ce moment-là, qui fait qu'en fait on peut internaliser les outils de fabrication dans la sphère domestique. Et donc les femmes vont prendre une place dans ce secteur-là. Il va y avoir non seulement une accélération de la rubannerie, mais une nouvelle forme avec une place des femmes nouvelles là-dedans, c'était en fait presque l'ancêtre du télétravail. Enfin, on parle de télétravail, sauf qu'elles s'occupent en même temps de la maison, des enfants et de tout le reste, en plus du coup de ce nouveau taf qu'elles font à ce moment-là. Mais c'est intéressant de voir un petit peu aussi comment évolue l'industrie, la petite industrie à ce moment-là, grâce à cette nouvelle phase, cette phase d'électrification, pardon, qui se déploie de différentes manières en fait, selon les espaces et selon les contextes économiques aussi. Tu nous as parlé là d'espace domestique. Justement, cette électricité, elle débarque aussi dans les foyers à cette époque, ou elle est réservée surtout aux industries? Alors en France, tu as une faible pénétration quand même de l'électricité dans les foyers à ce moment-là, qui est associée à l'éclairage intérieur, mais qui est extrêmement marginale. C'est-à-dire que c'est des usages d'abord plutôt bourgeois. Dans les cas où en effet on voit des cas d'électrification domestique, donc c'est les foyers privilégiés qui peuvent avoir accès à une centrale, on a les moyens de se raccorder, de convertir en tout cas certains aspects de son espace intime. Donc c'est très limité. Et c'est en effet limité à des usages bourgeois, mais tu as des cas particuliers. Enfin, là, pour le coup, on sort un peu de la science, mais je vais juste prendre mon cas. Tu as l'exemple, j'ai la maison de campagne de la famille qui c'est des agriculteurs, de petits agriculteurs, au début du XXe siècle. Et sauf que mon arrière-grand-mère bossait comme bonne dans une famille bourgeoise du village. Et en fait, elle a vu l'électrification de ce foyer-là. Et elle a voulu, pour elle, c'était un symbole de réussite sociale que d'électrifier son foyer. Et en fait, c'est une grosse partie des investissements qui est réalisé dans la petite ferme, donc on ne parle pas de 100 et des 1000, qui ont contribué à électrifier la maison, quoi. Donc c'est une des premières maisons électrifiées du village, avec quelques maisons bourgeoises. Mais c'est vraiment marginal, quoi. Et c'est assez étonnant, et ça vient vraiment d'une question de mimétisme, un peu de mimétisme social, qu'on peut retrouver parfois, mais on n'est pas dans quelque chose de très massif. Je vois que dans le chat, ça cite les bonnes références. J'allais moi-même le dire et ça a pré-shot. Downton Abbey, je sais pas si t'as vu la série. Ah, j'ai commencé, ça m'a saoulé. mais ouais, j'ai commencé. Ah, moi, les histoires les histoires d'amour entre le petit peuple et l'aristocratie, j'adore aussi. Donc voilà. Mais dedans, c'est vrai que tu as l'épisode où tu as l'arrivée justement du téléphone, par exemple, et qui est une vraie révolution. Et on voit tout le monde. C'est une vraie attraction, quoi, avec des gens qui arrivent à s'y faire, d'autres qui arrivent pas à s'y faire du tout. c'est plutôt drôle. Ah oui, j'aurais peut-être dû m'accrocher un peu sur la série, mais ouais, ok. Je te le conseille parce qu'en filigrane, il y a quand même beaucoup d'épisodes historiques et de problématiques sociales qui sont abordées, qui sont super intéressantes. Voilà, c'était ma petite pièce pour Downton Abbey. Et puis en plus, il y a Maggie Smith dedans, donc voilà. Donc on le voit au départ, c'est surtout donc des acteurs privés qui ont leurs propres moyens de production. Au fur et à mesure, est-ce que toutes les agglomérations de France vont être rattachées au réseau électrique ou il va vraiment falloir attendre plus tard? Alors non, on va avoir en effet, on va attendre plus tard. C'est un mouvement qui se fait en fonction, comme je dis, d'opportunités économiques, territoriales, géographiques. Et c'est très progressif et c'est très chaotique. Il n'y a pas de rationalisation comme on pourra le voir ensuite pendant le seconde moitié du XXe siècle. Il n'y a pas cette question de la rationalisation des investissements dans l'électricité qui restera ensuite un leitmotiv très très fort, même dès les années 30, années 40, c'est un sujet qui commence à monter. Mais jusque dans les années 20, c'est pas vraiment un sujet. C'est un sujet à la main d'acteurs privés et qui se diffuse en termes d'usage très progressivement et de manière assez éparpillée, assez chaotique, et qui n'est pas le lieu
d'un programme planifié et connecté entre les différents territoires, entre différentes régions. Mais alors, du coup, j'imagine que donc entre la fin du 19e et même la première moitié du 20e, là, il y a des besoins de plus en plus croissants dans ces industries. Comment est-ce qu'on fait pour adapter finalement et renforcer le réseau de transport? Alors, le transport d'électricité haute tension, avant la très haute tension, mais le transport d'électricité haute tension, c'est un truc qui s'affirme au fur et à mesure que les unités de production électrique grandissent. Plus elles deviennent importantes et plus en fait on va avoir des besoins en termes de réseau. C'est-à-dire que tant que tu restes à un petit réseau sur des faibles intensités, la question du transport se pose pas. En revanche, quand tu commences à avoir une grosse usine de production et juste un petit village à côté avec pas grand-chose à électrifier, bah tu te poses le problème des débouchés. C'est ce qui commence à arriver un petit peu dans certaines zones. Et donc ça, c'est un premier problème, c'est-à-dire qu'il faut commencer à pouvoir acheminer l'électricité beaucoup plus loin que ce qui était que les 300 mètres ou le périmètre grand max d'un kilomètre qui était prévu initialement. Donc sur 30 km, 50 km, 100 km. Donc ça, c'est un mouvement aussi qui est permis par le courant alternatif, qui permet de faire circuler l'électricité sur de très longues distances, et de très haute tension. Mais ça, c'est plutôt lié en effet au phénomène d'accroissement des usines hydroélectriques et en parallèle de l'émergence ou plutôt l'affirmation de besoins industriels très forts et qui vont être aussi très très liés à la guerre de 14, à la fois sur l'industrie, alors d'abord électrométallurgique, et sur l'industrie électrochimique. Donc ça va booster ces secteurs-là, l'électrification, et ces secteurs-là vont booster en 1914 parce qu'en fait la France est plutôt à la traîne sur ce sujet-là par rapport à l'Allemagne qui contrôle, je veux pas dire de conneries, mais à peu près 80-85% de la production mondiale en termes de production sur ces questions. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est un secteur stratégique, qu'il faut le développer, et que l'électrification, en plus, il peut se faire loin des zones de feu, puisque du coup, notamment dans la zone pyrénéenne, on a un boost de ces industries-là, qui fait que, en effet, on a une nouvelle forme de régionalisation économique, notamment dans les massifs alpins et pyrénéens, et qui est concomitant en fait à l'augmentation des unités de production et la nécessité du coup d'acheminer toujours plus loin l'électricité qui est produite en plus grande quantité. Alors, tu nous as parlé de courants alternatifs. Est-ce qu'on a eu, nous aussi, comme aux États-Unis, une concurrence entre courant continu et courant alternatif? On rentre dans l'histoire, en effet, de l'histoire économique des sciences et techniques. Mais oui, il y a cette question, en effet, d'affirmation du courant alternatif. Et en fait, on voit que les possibilités. Donc là, on revient pas sur tout le Menlo-Park et autres parce qu'on peut y passer 3 jours. Mais en effet, en France, il y a cette question, en fait, en effet, du courant alternatif qui finit par s'imposer assez rapidement, en fait. Pour la raison qui est en fait de devoir électrifier toujours plus loin et qui dès 1900 on a une première expérimentation réussie dans l'Aube donc on arrive à transporter l'électricité sur 100 km donc il y a des expérimentations aussi, alors il y a des questions de brevets industriels et de choix technologiques un petit peu comme pour le nucléaire entre les réacteurs graphique gaz et ensuite les réacteurs pressurisés Westinghouse. Donc, il y a cette question de la concurrence et de l'affirmation d'une technologie. Donc, ça, c'est un premier sujet. Et après, il y a la question des expérimentations réussies, avec en France une première expérimentation qui est réussie dans l'Aube en 1900. La suite de la question qu'on me pose, qui sont des questions un peu techniques, il y a eu une concurrence, donc par exemple aux États-Unis, entre le courant continu et alternatif. Donc là, tu viens de nous répondre sur ce point-là. Mais une fois que l'alternatif s'est imposé, est-ce qu'il y a eu aussi une concurrence entre deux fréquences de courant, comme par exemple ça a été le cas au Japon? Est-ce que tu saurais répondre à ça? Je vais pas m'aventurer sur la question des fréquences et de l'histoire de là-dessus. J'ai très peu de connaissances là-dessus, donc je pense qu'il faut se référer à d'autres lectures qu'on peut trouver, je pense, chez Christophe Gounod, que j'ai ici. Sur l'électrification du Grand Sud-Ouest, il doit y avoir des informations. Donc, je l'ai visiblement pas assez lu. Mais en tout cas, dans l'histoire des techniques, il y a aussi François Caron, Histoire de l'innovation,
l'histoire des techniques et l'histoire et dynamique de l'innovation. François Caron est peut-être un point d'entrée intéressant pour aborder ce sujet-là. Bon, en tout cas, on vient de le voir, cette électrification, elle passe déjà donc de l'échelle locale, elle commence à se développer grâce à la haute tension à l'échelle régionale. Comment est-ce qu'on va développer ces interconnexions entre les régions? Alors, là-dedans, dans ce mouvement qui s'opère entre le début du XXe et les années 30, voire les années 40, t'as un mouvement qu'on appellera de régionalisation économique qui s'opère et de regroupement aussi des producteurs et transporteurs. Donc, t'as un regroupement des acteurs qui est assez important à ce moment-là et qui produit un premier schéma de cohérence au niveau régional dans l'électrification. C'est-à-dire que on se rend compte que quand on produit trop à Bordeaux, avec un bon réseau, on peut fournir les manques qu'on trouve à Toulouse. Et inversement, quand ça produit trop à Toulouse, on peut venir combler les carences, les besoins en électricité de Bordeaux. Donc on voit qu'il y a une interconnexion au niveau régional qui s'opère. Et c'est comme ça que se forme un petit peu dans les années 20, les années 30, progressivement 8 grands blocs cohérents en France, 8 grandes régions électriques qui sont pas encore totalement interconnectées, mais qui laissent à ce moment-là, il y a quand même pas mal d'ingénieurs qui rêvent de l'augmentation, en tout cas, de cette capacité, en tout cas, à interconnecter le réseau. Et t'as cette idée, cette utopie à ce moment-là, mais qui va se réaliser, du grand bouclage, du super réseau français de 120 000 volts, qui se réalisera plus tard, mais qui émerge à ce moment-là en disant, mais tiens, peut-être qu'on peut augmenter encore la cohérence. Et là, on a obtenu une forme de cohérence régionale. Peut-être qu'on peut aller encore plus loin et obtenir un bouclage national du réseau électrique français. Donc ça, c'est une idée qui émerge assez tôt, qui se réalisera plus tard, mais qui émerge assez tôt et qui est liée de fait à la capacité de transporter de l'électricité à haute tension. Donc là, c'est aussi des acteurs économiques qui voient leur intérêt de finalement mutualiser tout ça. Oui, il y a clairement une question de mutualisation et d'intérêt à rationaliser ces investissements. Et en parallèle, tu as aussi l'État. On n'est pas juste sur une affaire privée, on a une dimension publique qui commence à être de plus en plus importante à partir des années 20. Le ministère de l'Industrie et des Transports s'intéresse particulièrement du coup au sujet. On a à ce moment-là déjà une réflexion qui s'engage au niveau gouvernemental sur le niveau de performance du réseau et la nécessité d'électrifier en France. Donc c'est lié de fait au fait que l'électricité est de plus en plus conçue aussi comme un bien stratégique, un objet stratégique. On l'a vu avec la guerre de 14. L'électrification peut contribuer à moins dépendre du charbon, par exemple. En 1917, crise du charbon peut contribuer à être plus à la puissance. On est dans la logique militaire, comme j'ai expliqué. Donc l'État s'y intéresse et l'État commence de fait à légiférer là-dessus. On sent que ce mouvement-là, il s'opère particulièrement dans les années 20. Et il y a en même temps cette notion qui commence à s'affirmer particulièrement de service public aussi, donc de contrainte aussi de la puissance publique sur un secteur économique pour un bien qui est jugé de plus en plus indispensable, stratégique, enjeu de souveraineté, enjeu d'amélioration des conditions de vie. Et donc l'État commence à prendre sa part là-dedans et c'est très largement porté à ce moment-là par la SFIO et par la CGT, notamment dans fin des années 20 et début des années 30. Et donc ça, c'est un point quand même qui est important à prendre en compte à ce moment-là. Ouais, donc le développement du réseau ferré. Alors, au début du XXe siècle, on commence déjà à avoir un réseau ferré qui est pas mal, mais on n'est pas sur de l'électricité. Et là, on va avoir une bascule qui s'opère au fur et à mesure, même avant la Première Guerre mondiale, où c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui va servir de déclencheur pour booster cette électrification. En effet, le réseau ferré, en fait, ce que j'ai tendance il s'électrifie finalement très partiellement assez tôt, mais l'accélération de l'électrification du réseau ferré se fait un peu plus tard. Et à la base, en fait, le réseau ferré et réseau électrique, c'est pas du tout la même chose. Ça matche pas sur Tinder. C'est en gros, t'as le réseau ferré. Donc la SNCF est créée en 1938, donc on est encore loin de ça. Néanmoins, ça reste un réseau très centralisé historiquement. Le réseau SNCF, le réseau en étoile classique.
Et là, comme on vient de se le dire, tu vois, le réseau électrique, il se déploie de manière plutôt chaotique, plutôt fragmentée initialement au début du XXe siècle, et progressivement, il prend en cohérence mais au niveau régional. Donc, on a deux schémas de réseau qui se déploient très différemment. Néanmoins, on va avoir des expériences, premières expérimentations d'électrification du transport ferroviaire qui vont être à la main de grandes compagnies, par exemple la compagnie Paris-Orléans ou la compagnie du Midi, la fameuse compagnie des frères Pereire, qui vont avoir des réussites dans l'électrification du rail. Et c'est là où le réseau de transport d'électricité va se développer conjointement aussi avec le rail à la main des compagnies ferroviaires qui vont aussi s'allier, comme dans le cas de la compagnie du Midi, par exemple, avec, par exemple, l'Union des producteurs d'électricité pyrénéens, l'UPEPO, des Pyrénées-Orientales, pardon. Donc, qui est l'union de plein de producteurs, en effet, qui contribuent à l'électrification du rail par des accords avec les compagnies ferroviaires. Donc, tu commences à avoir des schémas de cohérence entre différents vecteurs de transport. Et ça, c'est en effet quelque chose qu'on observe qui émerge dans les années 10 et qui s'accélère ensuite dans les années 20 et dans les années 30. Et qui est un phénomène qui va être hyper important dans la nécessité d'interconnecter les zones, en fait, par la mutualisation en fait, des besoins dans les questions de transport, d'électricité, de transport de personnes, de fret. Et tu dirais que cette nécessité du coup de rejoindre ces deux types d'infrastructures va ruisseler entre guillemets sur les autres industries ou pas c'est-à-dire que est-ce que cette électrification progressive du rail et donc le développement des infrastructures de transport va permettre de créer de nouvelles industries qui n'avaient rien à voir parce qu'il y a de l'électricité sur place? Alors en effet, quand en fait tu montes une centrale et que tu profites d'effets d'échelle et que tu as toujours des besoins de produire plus d'électricité, que tu saisis cette opportunité économique-là, tu as du coup la possibilité d'induire l'électrification de plein de secteurs, ou d'y contribuer en tout cas, et en fonction de différents types d'accords. C'est le cas par exemple du réseau ferré et de l'électrométallurgie, de l'électrochimie, où tu as des effets en effet un peu d'opportunités économiques qui se créent. Et en parallèle, en effet, progressivement, une diffusion aussi domestique qui est encore limitée au début du XXe. Mais je sais pas qui de la poule ou de l'œuf arrive en général, mais en tout cas, ça pour dire que c'est des phénomènes concomitants qui se déroulent à un moment donné. Et selon les régions, en fait, les effets d'entraînement sont plus ou moins rapides. Et on le voit quand même dans le sud-ouest, les Pyrénées-Orientales, l'électrification du rail, c'est aussi un objet qui intéresse des patrons qui sont aussi des ingénieurs à ce moment-là. Donc il y a aussi cette appétence qui est importante, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais on est quand même dans cette culture d'ingénieurs où on a des ingénieurs qui sont aussi patrons de compagnies ferroviaires, de compagnies électriques. Et il y a cette notion d'entrepreneurs un peu particuliers qui vont avoir cette appétence pour l'électricité, pour l'électrification et qui vont essayer de se saisir de ces opportunités aussi pour des raisons d'appétence technique, d'appétence économique, opportunité économique, appétence technique. Donc il y a aussi ce sujet culturel derrière qui sous-tend la question économique. J'y pense pour tous ceux qui nous écoutent, mais si ce développement du chemin de fer vous intéresse, on a fait un épisode sur Nota Bene. Vous tapez chemin de fer Nota Bene sur YouTube et vous tomberez là-dessus. Et c'est aussi passionnant de voir ce développement privé d'abord avant effectivement la SNCF. Alors là, on vient de parler de la Première Guerre mondiale et du fait que ça a quand même boosté ce développement d'infrastructures de transport. Concernant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, on a tendance aussi à évoquer la pénurie, souvent, de tout. Donc, est-ce que ça va mettre un coup de frein? Comment ça va se passer? Alors, t'as quand même cette idée, cette image un peu forte de la France occupée, les destructions, la pénurie. Alors, c'est vrai. Pour le réseau, c'est plus nuancé. Pour te donner les chiffres du réseau, là, je les ai sous les yeux. En 1923, tu vois, on a à peu près 900 km de lignes 100 000 volts et plus. En 1926, on a 2378 km. 1927, c'est les expérimentations de 220 000 volts. Et alors, en 1945, donc à sortir de la guerre, on est à plus de 12 000 km de lignes haute tension. Donc déjà, ça montre qu'il y a eu ce phénomène exponentiel. Et en effet, il y a eu un ralentissement sous l'occupation. Mais c'est un ralentissement, c'est pas une régression. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on peut se demander pourquoi. Et là, c'est intéressant de remonter déjà aux années antérieures. C'est qu'en 1929, dans un contexte déjà de pénurie, crise boursière, toutes les économies mondiales en berne,
Et principalement à gauche de l'échiquier politique, côté SFIO notamment et communiste, tu as cette notion qui s'affirme de rationalisation des investissements et de sécurisation des biens stratégiques, qui est assez importante, et qui se poursuit tout au long des années 30 pour répondre du coup, au contexte de pénurie, pour répondre aux failles du marché. Et ça se réaffirme sous Vichy, où il y a aussi une forte intention planificatrice du gouvernement Vichy à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir que la question de la rationalisation des investissements et du développement du réseau sous Vichy est tout aussi importante en fait. Alors, il y a un contexte qui fait qu'on ne pourra pas investir autant et aussi bien que par le passé. Néanmoins, le réseau continue de se structurer. Et je trouve que c'est assez symptomatique, en tout cas révélateur plutôt, de cette vision qu'on peut avoir de la France industrielle en retard vis-à-vis d'abord du Royaume-Uni, 19e, puis de l'Allemagne, encore. On se rend compte que oui, certes, sur plein de secteurs de production, la France est derrière, mais en revanche, la question des transports, qu'ils soient ferroviaires, routiers ou électriques, elle est très en avance par rapport à ses partenaires européens, et ça se traduit même à ce moment-là, pendant la guerre, dans une période d'occupation. Donc il y a une très forte tradition de la France d'investissement dans ces infrastructures de transport en général, et je pense qu'il y a à prendre en compte. Alors d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, on est dans un nouveau contexte d'investissement très fort dans des besoins de réseau. On est dans un truc qui est plutôt pérenne en tout cas à la culture à la fois technique, économique et politique française, et qui se traduit bien dans cette période d'occupation qui est plus nuancée. Le réseau, il n'est pas totalement à terre. Il y a certaines zones où il y a des destructions, évidemment. Mais en fait, on continue de le développer, sous contrainte, évidemment, mais on continue de le développer. Avec un gros contrôle de l'État, d'ailleurs, qui a préfiguré pas mal de choses à l'après-guerre. Après la guerre, on a une phase de reconstruction du pays. Est-ce qu'on en profite pour remettre un coup de boost sur cette électrification? Alors, l'après-guerre, c'est clairement le moment de l'électrification. J'aime pas les grands mots, mais de l'électrification nationale du service public national. On a donc des discussions au sortir de la guerre, donc du Conseil national de la résistance, qui vont justement aller vers une réflexion sur la nationalisation du secteur électrique. Ce sujet, il est déjà porté avant. Et là, il est réaffirmé à ce moment-là, notamment sous le coup de Marcel Paul, syndicaliste communiste français. Et donc, ça va aboutir, donc je te passe les détails de débats autour des lois de nationalisation, qui va durer un certain temps quand même, parce qu'on la France est libérée en 44, on est en mars 46, c'est la nationalisation du secteur de l'électricité en France. Quand je dis du secteur, là, je parle à la fois du secteur de la production, du transport d'électricité, de sa distribution, donc la basse et la moyenne tension, et de la fourniture finale aux clients, aux usagers, pardon. Et donc, à ce moment-là, donc c'est l'affirmation d'un service public national qui se met en place, qui se structure le 8 mars 1946, et l'électrification, à partir de là, va répondre au service public de l'électrification. Il se construit sur deux thématiques. La première, c'est la reconstruction. Et donc, donc on s'inscrit dans le plan Monet, genre devant Monet, donc la planification de la reconstruction, et qui profite aussi de fait des subsides issus du plan Marshall, qui vont permettre notamment d'électrifier, d'augmenter les unités de production hydroélectrique. On parle souvent du nucléaire dans le second XXe siècle français, de la place du nucléaire qui est centrale. Il y a l'hydroélectrique qui est encore centrale. Alors, il y a tout un développement des barrages au début du XXe, mais il y a aussi un très gros développement dans la seconde partie du XXe siècle, et l'électrification, elle se déroule aussi sur ce jeu-là, sur cette question de service public, de biens essentiels, collectifs, national. Donc, on passe en effet du service public plutôt régionalisé, avec des concessions, des régimes de concessions qui imposaient certaines contraintes aux acteurs privés. Là, on est dans l'affirmation d'un service public national pour répondre aux besoins de modernisation et surtout d'abord de reconstruction. Là, ouais, c'est clairement identifié. Du coup, ça induit une autre question, celle de la démocratisation de l'accès à l'électricité, parce qu'on a une question dans le chat qui est intéressante et qui dit « À partir de quand les campagnes ont été électrifiées ?» Parce qu'on peut se dire qu'effectivement, en fonction des moyens de production et des infrastructures d'acheminement, il pouvait peut-être y avoir un clivage entre ville et campagne. Alors, les campagnes, elles sont quand même en partie électrifiées, notamment au niveau de l'éclairage public, dans de nombreuses zones en France. Alors, même si c'est, comme on l'a vu, disparaître au début du XXe siècle, mais il y a quand même des campagnes électrifiées. Ce qui est moins vrai du point de vue de l'électrification domestique, c'est beaucoup moins diffusé. Mais il y a ce fait initialement qui est que du coup les campagnes en fait sont plus difficiles à desservir,
Donc, les besoins de réseau sont plus lourds en campagne pour moins d'abonnés, donc c'est moins rentable. Après la Seconde Guerre mondiale, on est dans une logique où l'électricité doit être accessible à tous. Donc, on passe dans un mouvement d'accélération. Et il est vrai, en effet, qu'on a une accélération des usages domestiques. L'idée que l'électricité est au même prix pour tous, on a le même tarif d'acheminement de l'électricité, fait que les campagnes s'accélèrent en termes d'électrification à l'après-guerre. Beaucoup plus en tout cas que par le passé, mais aussi c'est concomitant à un phénomène de promotion des usages de l'électrification domestique qu'on retrouve dès les années 50. Alors, au sortir de la guerre, il faut en parler parce que c'est important dans l'histoire française, va se lancer le programme électronucléaire français. Donc, dans quel contexte ça se fait tout ça et pourquoi on a besoin de ces nouvelles technos à ce moment-là? Là, elle est intéressante la question parce qu'elle renvoie souvent à un truc qu'on peut remarquer dans l'actualité, un phénomène où on a tendance à associer le nucléaire au plan Mesmer. 1974, donc on est bien loin après l'après-guerre, bien loin de l'après-guerre, et l'idée qu'il y a une espèce de rupture en France par une volonté politique qui se met en place et qui fait qu'on produit plein de réacteurs nucléaires, que ça marche et qu'on a des fleurons industriels c'est en partie vrai. Mais il faut quand même nuancer le machin. T'as quand même un programme électro-nucléaire qui est très précoce et qui se réaffirme en 1944, dès la libération. Ça devient un enjeu central que de relancer la recherche en termes de nucléaire, mais pour des raisons militaires d'abord. On est sur cette question-là. Après, dans un second temps, ou même en parallèle, tu as des acteurs qui pensent déjà à la question du nucléaire civil. Pierre Joliot-Curie, d'ailleurs, qui est un scientifique, membre du Parti communiste à l'époque, et qui va être à l'origine, en partie avec d'autres évidemment, du programme électronucléaire français, qui va être très vindicatif vis-à-vis du nucléaire militaire, mais qui en parallèle va encourager énormément la recherche en matière de nucléaire civil. Tu as ce sujet qui est hyper important et qui émerge en fait dès 44. Et donc tu as le CEA, EDF, puis à partir de 1958, il y a la création de Framatome, plusieurs fleurons de la science et de l'industrie en France, qui vont s'associer pour permettre d'accélérer le développement du nucléaire civil. Et ça va passer par différentes expérimentations. Alors d'abord militaire, il y a Marcoule en 1956, puis expérimentation civile dans les années 60. Mais c'est un mouvement qui met longtemps à se mettre en place. Tu vois, on a un peu l'idée que il y a une technologie qui arrive, c'est cool, on peut la lancer dans 2 ans. Un temps d'industrialisation d'une technologie émergente, ça prend 10, 15, 20 ans, 30 ans parfois, avant qu'il y ait un effet d'échelle, en fait, de massification. C'est le cas du nucléaire. Ça prend du temps de lancer un programme nucléaire comme on a pu le lancer en 1974. Ça prend beaucoup de temps et ça prend un temps de maturité technologique, d'expérimentation, de sécurisation aussi, qui est extrêmement, c'est normal. Oui, parce que la première centrale civile, c'est la centrale de Chinon. Et d'ailleurs, c'est vraiment très très bien cet entretien parce que ça me permet, moi, de nota benef, comme on dit, de recaler tous mes épisodes, mais sur YouTube. On a fait un épisode là-dessus. Tu peux nous en toucher un petit mot de cette première centrale nucléaire française? Alors, on est en 1963 et c'est intéressant parce qu'elle est associée en parallèle au lancement du compteur bleu. Et donc de la campagne de tarification de l'électricité. Donc c'est intéressant d'avoir cet aspect concomitant entre diffusion sociale et une première phase de l'aboutissement du nucléaire français qui à Chinon en effet, Chaux A, la centrale de Chaux, Champagne-Ardenne, de se dire tiens, on peut faire des kilowattheures d'électricité nucléaire à des fins civiles. Et on peut commercialiser le nucléaire. Donc on rentre quand même dans une phase de commercialisation du nucléaire et qui pour le réseau est assez importante parce qu'en fait qui dit nucléaire dit très très grosse production d'électricité et besoin de réseau extrêmement important. Donc tu vas avoir en effet les premières lignes très haute tension à la fin des années 50 et là on parle plus de 100 000, 120 000, on est sur du 400 000 volts. Et donc il va y avoir un développement du nucléaire par la suite. Alors tu nous as parlé du plan Mesmer en 74. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas en fait. Le plan Mesmer en fait, donc on est en effet en 1974 et il répond à un événement qui se déroule en 1973 qui est une crise pétrolière importante à l'échelle mondiale et finalement qui conduit à d'importantes restrictions en matière d'usage d'utilisation des hydrocarbures, le pétrole.
Donc là, je fais référence à la guerre du Kippour. Mais on se rend compte, en effet, en France, à ce moment-là, qu'un événement alors, je dis on se rend compte, non, on le sait déjà, mais un événement majeur international a une incidence directe, même si c'est lointain, sur l'économie nationale. Ça, c'est il y a une dépendance. Et en fait, ça, on le sait déjà pendant la crise du canal de Suez, durant la guerre entre Égypte, Israël, le Royaume-Uni et la France, l'Égypte décide de nationaliser, le canal de Suez. Donc ça crée un choc. Dès en fait le milieu des années 50, on se rend compte qu'il y a un risque en matière d'approvisionnement pétrolier et qui induit de pousser cet effort d'électrification. Et la crise de 73 accélère ce processus. Et c'est dans ce cadre qu'est lancé le plan Messmer, donc du Premier ministre, sous le quinquennat Pompidou, et qui conduit à la volonté de planifier le développement accéléré du nucléaire à l'échelle nationale, à travers la construction d'un plan de 13 réacteurs, en tout cas, à ce moment-là. On s'inscrit dans ce contexte pour des besoins de souveraineté, en fait, clairement, des besoins de souveraineté économique et des besoins essentiels. Il faut rappeler quand même que l'épisode de 73, on parle beaucoup de questions de modération, d'économie, d'électricité aujourd'hui. On est dans une question de contraintes autour des consommations assez fortes en 73 sur certains sujets, que ce soit aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, sur l'usage de l'automobile. Aujourd'hui, ça paraît au prix de nos libertés individuelles. À l'époque, c'est central en fait de réduire l'empreinte des consommations pour des raisons d'impératifs de survie économique collective, quoi. Donc d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'est créée l'agence l'économie d'énergie, pardon, l'ADEME, j'ai jamais les acronymes, je les perds à chaque fois. Donc l'agence pour la maîtrise et les économies d'énergie, qui existe toujours et ces agences qui sont extrêmement importantes aujourd'hui dans la compréhension de la nécessité d'améliorer à la fois l'efficacité énergétique, d'améliorer la sobriété, ces sujets-là. C'est à ce moment-là, en effet, que se créent aussi des organismes. Donc, c'est un contexte pour ceux et celles qui n'auraient pas entendu parler. L'année 73 et l'année 74 sont assez cruciales de ce point de vue sur la prise de conscience, en tout cas, du fait que l'usage de l'énergie en général, c'est pas un acquis, en fait. C'est quelque chose qui peut être soumis à des contraintes très fortes et qui peuvent notamment être soumises par des facteurs internationaux sur lesquels on a très peu de maîtrise. Dans quoi s'inscrit le nucléaire dans cette volonté de maîtrise, un petit peu à l'échelle nationale de ce qu'on peut produire. Donc on va développer le nucléaire, ça produit beaucoup d'électricité qu'il faut transporter, donc on développe les structures de transport et les autres sources d'énergie, de production d'énergie, elles en sont où pendant ce temps-là? Alors après, t'as toujours et comme aujourd'hui, hein, tu as toujours une place du thermique, gaz et pétrole à ce moment-là. Une place qui est centrale et structurante dans l'économie française. Mais du coup, de fait, l'hydroélectrique et le nucléaire sont les principales sources d'énergie électrique. On n'en parle pas encore de photovoltaïque ou d'éolienne. Alors même si la technologie, notamment de produire de l'électricité avec du vent, c'est quelque chose qui est connu. C'est pas développé encore en France à ce moment-là. Donc on est en termes de ressources, en termes de production électrique, on parle vraiment d'hydroélectricité, donc avec d'importants barrages. D'ailleurs, en France, il y a aussi une histoire de la petite hydroélectricité, la houille verse, donc ce sont des rizières, des torrents de montagne, qui est tombée en désuétude au fur et à mesure des années, mais qui existe encore dans certains endroits de France, mais qui est beaucoup moins importante qu'au Canada, par exemple. Mais en tout cas, voilà, on est quand même dans cette logique hydroélectrique avec de grosses unités de production et de développement du nucléaire qui induisent du coup qui dit grosse production dit le réseau important, haute tension, très haute tension 220 000 volts et en effet très haute tension 400 000 volts. Ça c'est pour ça qu'on voit apparaître dans le paysage national un développement de ces réseaux, mais qui est aussi lié à d'autres facteurs, notamment d'interconnexion européenne dans les années 70. On pourra en reparler peut-être après, mais c'est un phénomène important qui conduit aussi au développement du réseau électrique très haute tension. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu ces différences justement entre haute tension, très haute tension, est-ce que ça permet concrètement? Alors la haute tension, en fait, on considère la haute tension, enfin dans le jargon pour les auditeurs, c'est quand on dépasse les 60 000 volts. Et aujourd'hui, ça se distribue RTE
en termes de puissance, quand on dépasse les 60 000 volts, on a affaire à un RTE, et en dessous, sur de la moyenne et de la basse tension, on a affaire à Enedis. En gros, c'est structuré comme ça. À l'époque, c'est EDF qui assure les deux fonctions, et ça s'identifie comme ça. Et donc là, très haute tension, c'est spécifique aux 220 000 et aux 400 000, et c'est des réseaux qui se distinguent par leur taille déjà, leur forme aussi. Il y a plein de formes possibles dans les réseaux. Les réseaux 400 000, 220 000. Il y a le fameux pylône char que vous voyez des fois au bord des autoroutes avec les deux fameuses oreilles. Mais en effet, voilà, il se distingue et il est plus rare, évidemment, même s'il l'est de moins en moins dans les années 60 et 70 au fur et à mesure du développement nucléaire en France. Et on le retrouve aussi beaucoup dans le cas des interconnexions européennes. Parce qu'en 74, enfin là, les années 70 sont très marquées par le développement des premières interconnexions avec la Suisse, avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc on a quand même des interconnexions qui se multiplient et qui nécessitent de déployer du réseau 400 000 volts, donc sur de très longues distances et partant d'unités de production très importantes. Et donc alors ces lignes très haute tension, elles permettent en gros d'envoyer plus loin et plus gros, c'est ça? Ouais, et de raccorder des industries aussi lourdes qui certaines ont des besoins en électricité très forts. On peut le comparer à un gros tuyau, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est des gros câbles. Mais pour la plus basse tension, en revanche, là, on s'intéresse à la question de l'électrification des petites, des consommations moins importantes, et notamment les consommations domestiques. C'est pour ça que voilà à peu près comment le secteur est divisé, ceci divise aujourd'hui, et comment techniquement, en tout cas, il était structuré déjà à l'époque. En vrai, ça n'a pas beaucoup changé sur le fond du schmilblick. On a une question dans le chat qui est du coup plus à l'échelle domestique, mais pourquoi est-ce qu'on est passé du 110 volts au 220 puis 230 ? À l'échelle domestique, franchement, je sais pas. Sur cette question de technique domestique, je peux pas y répondre là clairement, quoi. Ça roule. Et encore une fois, on le précise, ce genre d'entretien, c'est justement aussi l'occasion de voir que on peut pas tout savoir et que. C'est l'affirmation de standards après, hein. C'est de standards qui se construisent aussi. Et j'avoue que le background sur la construction de ces standards électriques, j'y répondrai pas bien là, tu vois. Donc j'invite l'auditeur à mobiliser de la lecture sur ce sujet, notamment en histoire des sciences et techniques. Ça, je pense, c'est facilement. Oui, tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'accès à l'électricité pour les villes, villages durant l'entre-deux-guerres. Du coup, là, on en est à quel point maintenant dans ces années 70, 80 là Les années 70, on est quand même dans un cadre où la France s'est pas mal électrifiée et au niveau domestique, on a quand même eu pas mal de. Il faut revenir peut-être aux années 50 en fait là-dessus. L'électricité, même dans les années 50, notamment au milieu rural, on a un peu cette idée qu'il y a quand même une espèce de lecture un peu utopique de l'électrification qui déroule bien, qui se passe bien et qui embarque les foules. Ça, c'est un peu le message qu'on a au début du XXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Dans la seconde moitié, c'est un peu différent. On se rend compte que l'électricité, c'est pas forcément un objet qu'on a envie de s'approprier partout, tout le temps. Il y a une acculturation qui est nécessaire en fait à l'électrification, notamment en milieu rural. J'ai eu l'occasion un peu de l'étudier par le passé. En fait, je le trouve par un élément manifeste, c'est pourquoi il y a autant de bulletins de publicité EDF, pilotés par EDF et l'État d'ailleurs, de ce qu'on appelait autrefois les bulletins de propagande, qui sont en fait de la publicité autour de l'électricité par différents vecteurs, hein, notamment dans les années 50 et 60. Et d'action en fait de promotion de l'électrification. C'est parce qu'en fait, il faut que ça rentre dans les esprits et dans les pratiques. Et donc, tu as l'exemple frappant de ce qu'on appelle le village électrifié. Ça, on a pu étudier avec des collègues les sources du village électrifié, c'est-à-dire comment on impose les normes de consommation, on impose, ou en tout cas on diffuse, on essaie d'acculturer, d'imposer progressivement les normes de consommation électrique. Ça, c'est un vrai sujet qui est traité. Alors, sur la question spécifique du chauffage, j'ai lu le bouquin, par Renan Viguier, qui est historien aussi spécialiste du chauffage, c'est passionnant qu'il aborde, mais ça marche aussi pour plein d'autres trucs. Et donc là, dans les années 50, et EDF, les pouvoirs publics, souvent locaux, départementaux, se mobilisent pour organiser des expositions itinérantes dans des petits bleds en milieu rural. J'ai pu l'étudier en Dordogne, mais ça existe aussi dans d'autres
autres départements, avec des expositions d'électroménager pour dire à quel point du coup l'électricité, c'est à la fois plus sûr, t'as pas de feu. C'est con, hein. Mais la question de l'incendie, elle est présente, elle est encore très forte à cette époque-là. L'incendie domestique, c'est très récurrent d'ailleurs en milieu rural, il y a des granges, il y a du foin. T'as la question de l'odeur. Il n'y a pas de fumée en fait. Donc c'est propre. Donc il y a une question hygiéniste qui est derrière. Et il y a aussi la question du prix. L'électricité, c'est pas cher. C'est un des arguments de vente. Et le quatrième, il est d'ordre culturel et il est assez important. Il est même très important dans la communication d'EDF à l'époque. L'électricité, ça libère. Et ça libère qui principalement? Ça libère la femme. Et en effet, dans la promotion d'EDF, il y a une promotion de la libération de la femme vis-à-vis de plein de tâches domestiques, notamment des tâches qui leur étaient réservées presque exclusivement, le linge, notamment des choses assez laborieuses, difficiles. Et là, en effet, tu as un lave-linge qui va t'aider. Donc, toute cette promotion qui est mise en place, qui est mise en œuvre. Et en fait, parce qu'en milieu rural, notamment en milieu rural, il y a des résistances. T'as pas forcément besoin d'un réfrigérateur parce que tu sais déjà conserver tes aliments que tu produis toi-même. T'as pas besoin d'un congélateur parce qu'en fait, certes, le cochon, tu le tues une fois par an et t'as beaucoup de pièces de viande, mais en fait, ça se repartage à l'échelle du village, de coalition de familles, de groupes. Donc, t'as déjà des pratiques de solidarité qui font qu'il n'y a pas de gaspille de la nourriture. Donc, tu as des besoins en fait qui sont pas forcément indispensables ou jugés indispensables à ce moment-là et qui créent des petites résistances en milieu rural. Quand je dis résistance, des gens qui ne jugent pas très important. Oui, ils voient pas l'intérêt, quoi. C'est ça. Donc, il y a une campagne qui est longue d'acculturation à l'électrification en France et qui n'est pas totalement linéaire entre le milieu urbain et le milieu rural. Ouais, c'est rigolo, ça m'a fait remonter un souvenir où moi j'ai mon père qui me racontait que sa propre mère, la première fois où elle a eu un lave-linge, en fait, quand elle mettait le linge, elle prenait un tabouret, elle s'asseyait devant le lave-linge et elle regardait tout le cycle. Parce qu'en fait c'était tellement surréaliste pour elle de se libérer de cette tâche que pendant un petit bout de temps elle pouvait juste ne pas être là, quoi. Elle était devant la machine et elle regardait le lave-linge fonctionner tout seul, quoi. C'est génial parce qu'en fait des anecdotes comme ça, tout ce que tu évoques, t'as des chercheurs on parle d'anecdotes, mais en fait c'est des changements, des mutations sociales assez profondes et des changements de pratiques en fait. Et en effet, il faut un temps quand même pour décrocher du truc, et c'est pas anodin en fait. Et c'est des trucs qui prennent du temps, et c'est ce qu'on appelle un petit peu ce temps d'acculturation à une nouvelle pratique. Et moi, je trouve ça passionnant l'histoire sociale de l'électrification dans les années 50-60. Et on peut encore la faire parce qu'on peut encore interroger ceux qui ont vu l'arrivée de cette phase d'électrification, profondeur des usages. On a fait beaucoup d'entretiens avec des personnes âgées de 80-90 ans parfois qui ont encore des souvenirs de ce passage-là, de l'arrivée du fer à repasser, de trucs. Et c'est un peu des anecdotes de l'objet, mais que je trouve passionnantes parce que pour l'histoire sociale, c'est structurant en fait dans la construction de nos normes. On parlait du dialogue entre passé et finalement présent. Qu'est-ce qui construit toutes nos normes? Là, le fait que, comme tu disais, là, c'est Versailles chez moi parce que la maison est sombre et que j'ai allumé toutes les lumières, pas très sobre. Voilà, ça, d'où viennent toute la construction de nos usages. Je trouve que c'est un vrai sujet d'histoire sociale qui est passionnant et qui a développé encore dans l'histoire de l'électricité, particulièrement à l'heure où on va électrifier encore plus nos usages. Oui, et ce qui est rigolo aussi, c'est de voir que depuis Jules Verne, finalement, et cette époque-là, l'électricité est associée à l'idée de modernité, et que cette idée de modernité, du coup, elle a jamais été aussi forte qu'à ce moment-là, même d'un point de vue politique, en fait. C'est un instrument politique. Alors, les acteurs politiques, en général, quand il y a un truc qui marche, ils savent s'en emparer. Il y a une question aussi de la communication qui est évidemment très forte, et tu le retrouves en effet. Alors déjà, tu le trouves avec la fameuse phrase de VGE, la France n'a pas de pétrole, mais a des idées. On surfe sur la vague de la souveraineté, de la modernisation. Mais déjà en 1965, tu le vois très bien avec l'affiche de François Mitterrand, en campagne présidentielle de 65. T'as François Mitterrand qui pose devant deux trucs. T'as un paysage, donc une campagne labourée, une parcelle agricole bien labourée, en modernisation agricole, et derrière un pylône électrique. Ok, je suis jeune, je suis moderne et je m'inscris dans cette vague de modernisation, c'est-à-dire d'agriculture intensive et de déploiement de l'électrification
et en l'occurrence à très haute tension. On verra qu'en 81, Mitterrand, il abandonne l'idée parce qu'il est un peu plus vieux, il veut vous montrer autre chose. Tu vois, c'est la 80, c'est la force tranquille. Je sais pas si alors si tu as pu voir l'affiche, hein, il est devant sa petite campagne. Mais en revanche, on se souvient un peu moins de l'affiche de son principal rival, VGE, à ce moment-là, donc on est en 81. Il pose devant quoi, VGE? Une centrale nucléaire et un réseau de tension. Donc c'est intéressant, en effet, de voir qu'il y a cette continuité près de 15 ans plus tard, de campagne en campagne, il y a cette continuité, cette présence encore du réseau dans l'affichage politique qui disparaît après progressivement. Alors peut-être qu'en 2027, on aura une campagne où il y a des candidats qui vont poser devant des pylônes électriques, mais je suis pas forcément sûr. Donc à voir, on peut parier là-dessus. En tout cas, ça fait un petit bail qu'on n'a pas vu beaucoup d'infrastructures. Je veux pas dire de bêtises, je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup d'infrastructures de production ou de transport d'électricité sur une affiche de campagne depuis un petit moment. Peut-être qu'on pourra facilement me contredire. D'ailleurs, je défie les auditeurs s'il y en a qui font des trucs comme ça, je serais très preneur. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'après cet usage autour de la communication politique, finalement, cette modernité de l'électricité qui arrive jusqu'au foyer, elle se manifeste aussi dans la fiction. Je pense au film Les Visiteurs, par exemple. En fait, il joue énormément là-dessus. Alors, moi, Les Visiteurs, je suis un fan, tu vois. Donc, j'ai regardé peut-être le machin 15 fois c'est ma génération, tu vois, j'ai 35 piges. Ça a irrigué un peu toute ma culture médiévaliste, même si ça dit à peu près rien du Moyen-Âge, mais c'est pas grave. C'était génial. Et j'avais jamais vu le réseau dans Les Visiteurs avant de bosser chez RTE. Et donc, je suis recruté chez RTE en 2023 et je sais pas à quelle occasion je me remets de ce machin. Enfin, si, je m'en souviens. Bref, je regarde ça. Il y a toute une scène, l'entrée dans la modernité de Jacouille et de Montmirail, donc Clavier et Jean Reno. En fait, tu regardes, il y a une espèce de scène où ça s'accélère. Tu sais, t'as Jacouille qui prend un coup de bouclier sur la tête, t'as Montmirail qui vole un steak à courte paille avec son épée. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Comment ça me fait marrer, mais c'est juste n'importe quoi. Et dans ce grand n'importe quoi, en toile de fond, t'as le réseau partout, le réseau de tension. On est en 93 ou 94, au moment du tournage. Je vais pas parler à Jean-Marie Poiré, hein, mais j'aimerais bien d'ailleurs sur ce sujet. Et tu vois du réseau partout. Alors jusque-là, tu te dis, ok, le mec, il a tourné sur une zone de campagne industrialisée, tu vois. T'as du réseau en fait, dans ces zones-là, à ce moment-là. Et en fait, il y a une autre scène un peu plus tard où t'as Marianne Chazelle, donc qui joue Dame Ginette, avec Christian Clavier, donc lui qui s'étonne de voir ces grands machins. Et donc là, il y a le parti pris du réalisateur de dire, on va l'interroger ce réseau-là. Et il dit, c'est quoi ces grandes tours moches, ou enfin bref, je sais plus quelle est l'appellation. Et t'as Marianne Chazelle qui répond, c'est EDF, c'est pour la télé. Alors, c'est une grosse connerie. EDF, c'est pas la télévision. Néanmoins, c'est pas tant une connerie que ça, parce qu'en fait, elle est en train de dire, en fait, voilà, toi, t'es un gros paumé, tu sais pas ce que c'est. Ça, c'est en gros la modernité, c'est le truc génial qui permet d'avoir l'électricité, d'avoir la télévision. Cette infrastructure, c'est mes usages en fait. C'est les usages trop cool qui existent à ce moment-là, donc en l'occurrence la télévision qui est représentée à 2-3 reprises dans le film. Et je trouve ça intéressant le parti pris du réalisateur là-dessus, moi, qui m'a fait marrer. Est-ce que c'est un parti pris? J'imagine que oui, peut-être pas, c'est peut-être un effet d'opportunité lié à la zone. Mais bref, c'est un truc qui m'a marqué dans Les Visiteurs et on est en 94 et on voit que c'est encore présent. C'est encore le véhicule d'une certaine forme de modernité. Ce grand machin que trouve Jacouille très très moche. 94, je devais être en CP, un truc comme ça. En tout cas, à cette époque-là, on arrive à la fin de cette seconde phase d'électrification en France. Quel bilan on peut en tirer jusqu'à présent? Le bilan qu'on peut en tirer, alors il y a plein de conclusions. Déjà, la fin des années 80, ça inaugure la fin du programme électronucléaire tel qu'il avait été planifié. Donc planifié tout au long des années 70 et même déjà au préalable dans le cadre du commissariat général au plan, donc l'organe gouvernemental qui planifie les besoins et les nécessités industrielles et la réponse, enfin ce à quoi ça répond en termes d'usage. Donc c'est un truc qui a été créé au sortir de la guerre. Le programme électronucléaire arrive à son aboutissement. Ça a marché, on a réussi à planifier le truc. Donc ça, c'est un aboutissement industriel, l'électrification. Les barrages, pareil pour les barrages hydroélectriques, on peut dire qu'on n'a qu'un régime par rapport à ce qu'on avait souhaité.
Je schématise un peu, mais on est là-dedans. T'as un autre aspect important, c'est l'électrification des foyers. Bah, les foyers, ils sont plutôt bien électrifiés. Je m'étais noté quelques chiffres. Attends, je me les reprends. J'ai le temps de me les reprendre. Ça peut être assez intéressant, tu vois, sur le taux de pénétration de l'électricité dans les foyers. Donc, d'après une étude à INSEE, je prends de 91, tu as quasiment 98% des Français qui ont un réfrigérateur. Puis on parlait des résistances en milieu rural. En 91, on n'est pas dans le schéma des années 50 ou 60. Tu as 95% des gens qui disposent d'une télévision, 30%, alors un peu moins, mais c'est que ça se développe aussi d'un lave-vaisselle, et encore 43% d'un congélateur. Et en fait, ces chiffres-là, donc là j'ai cité ces objets-là qui sont assez emblématiques, mais cette progression de l'électroménager et ensuite de la téléphonie aussi mobile, en fait, ça ne fait que progresser tout au long des années 90. Donc, à cet aboutissement, on peut dire que la société s'est acculturée, s'est pleinement appropriée l'objet électrique et l'intime est irrigué d'objets électriques. Donc, on a cette habitude, cette réalité-là, on se l'est parfaitement appropriée. Donc, on a cet aboutissement qui me semble assez fort et important à mentionner quand on parle de fin de la seconde électrification. Il y a un aspect vraiment lourd de l'industrie et un aspect domestique, culturel, qui est assez fort aussi. Donc, c'est devenu, ça s'est normalisé. Voilà, c'est en ça, moi, que je considère que cette deuxième phase de l'électrification, quand il y a une première, l'émergence, le développement, un peu chaotique initialement, puis la structure, sa planification et sa traduction aussi en termes d'usage. C'est toujours un dialogue entre industrie et réalité domestique, réalité individuelle aussi du rapport, et aussi en parallèle, en regard de tout ça, de construction politique de l'électrification qui est juste centrale dans le sujet qu'on aborde. Du coup, ça induit quand même un truc, c'est qu'on l'a vu, ce réseau de transport, les pylônes, les câbles, tout ça, c'était exploité dans les imaginaires, dans la politique, enfin, c'était présent, quoi. Et dans les années 90, ça l'est beaucoup moins. Il y a un peu une sorte d'oubli. Alors pourquoi? Est-ce que c'est justement parce que c'est devenu la norme et que ce qu'on côtoie au quotidien, on n'y fait plus attention? En effet, mais en fait, t'as la réponse dans la question. C'est que l'électricité, qui était, comme on l'a vu, un bien de souveraineté, de modernité, associé à des imaginaires forts, la reconstruction, voire même plus, si on monte plus loin, à des imaginaires science-fictionnels. Là, c'est juste un truc normal, quoi. C'est banalisé. On voit plus la complexité, l'histoire En gros, on n'a plus cette épaisseur historique, ce recul sur la complexité aussi de l'objet, qui fait qu'en effet, on l'a banalisé. Et ça se traduit très bien aussi par rapport à la mise à distance de l'infrastructure. On s'éloigne un petit peu de ces sujets-là pour finalement arriver à cette question d'aboutissement. En fait, on voit l'électricité quand on l'a plus. C'est-à-dire que quand on est coupé, quand on a une coupure, il me semble qu'il y avait un terme qui évoquait une coupure en tout début de séance. Elle apparaît en effet quand on l'a plus pendant un certain temps. Et d'ailleurs, les coupures, elles se réduisent de manière conséquente. Les années 90, on atteint un certain niveau de performance du réseau. Et après, dans les années 2000 et jusqu'à nos jours, on va arriver encore à un niveau de performance toujours plus élevé. Donc, avec de moins en moins de temps de coupure, des coupures très très réduites, sauf cas extrême, cas exceptionnel. Mais du coup, en effet, on ne voit plus l'électricité, sauf quand elle disparaît, paradoxalement. Et oui, et justement, c'est l'occasion de parler d'un truc parce que on a tous les deux moins de 40 ans, donc on va considérer pour notre bien-être qu'on est encore jeune, mais on va faire nos vieux. C'est-à-dire qu'en 99, souviens-toi, qu'est-ce qui s'est passé et qui peut-être a changé un peu cette banalisation. Pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est terrible de dire ça, mais il faut l'accepter. J'ai une petite fille de bientôt 1 an, je suis devenu un vieux, ça y est. Ah oui, on a vécu des choses. Hein. Mais en effet, donc moi je me souviens très bien, j'ai 8 ans et demi, tu vois, c'est la tempête de 99, enfin les tempêtes, pardon, de la fin d'année 99, après dans les années 2000. C'est un événement, une catastrophe naturelle centrale dans la conception, alors à plein de niveaux, hein, mais dans le rappel de la dépendance qu'on a vis-à-vis de l'électricité, parce que c'est le retour à la bougie. Alors, tu as déjà des chiffres quand même, 99 pour ceux et celles qui n'ont pas connu, moi ça je me les suis noté, tu vois. C'est d'ailleurs, c'est affiché sur le site d'RTE, c'est que tu as déjà des dizaines et des dizaines de victimes, on a près de
100 morts hein, pendant l'épisode, ce qui est quand même pas anodin. Mais en termes infrastructurels, pour revenir à notre sujet, c'est 8000 km de lignes haute tension qui sont disponibles à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est 1000 pylônes complètement détruits, effondrés ou endommagés. Et c'est environ 3 millions de foyers qui sont dans le noir. Et ça dure pour certains foyers plusieurs jours, voire on dépasse la semaine. Alors autant dans plein d'endroits, ça a été un épisode en deux qui a fait le nord et le sud-ouest de la France essentiellement, et qui a déboîté les axes centraux du réseau électrique français, qui a conduit à des coupures très longues de dizaines de foyers. Donc c'est un événement chromatique qui met en évidence la place et l'importance de l'électricité et parallèlement de fait du réseau dans ce moment particulier du changement de millénaire. On attendait tous le bug de l'an 2000. On a eu les tempêtes. Donc c'était un événement en effet assez très très marquant et qui a rappelé aussi, je trouve intéressant. Donc là, je fais un peu de promo de l'entreprise, mais ça me semble pas de l'entreprise, mais plutôt des IEG, des salariés de l'industrie de l'électricité et du gaz qui ont une tradition de service public assez forte. Je trouve que à ce moment-là, on a une exacerbation, mise en évidence, mise en lumière de la relation des salariés à l'époque d'EDF encore, même si on va se pencher ensuite, vis-à-vis de leur mission de service public. C'est-à-dire qu'on s'engage là, on va pas compter ses heures pour remettre le réseau en place, des fois dans des situations assez extrêmes et dangereuses, extrêmement dangereuses, pour en fait remettre le truc en marche et remettre en place ce bien qu'on a considéré construit et qu'on a construit comme étant vital pour la société en général. Et donc ça, c'est l'attachement au service public. On parlait du service public national. C'est un truc qui a été très fort dès sortir de la guerre. Et je trouve, pour connaître les IEG maintenant de l'intérieur depuis quelques années, qui est toujours très fort, même pas forcément pour les lignières, hein, les gars et les femmes qui vont sur les lignes pour réparer le truc, même pour des agents de R&D comme moi, c'est central encore et c'est un engagement qui est assez important, mais que 99, je trouve, a le mérite de révéler, de mettre en évidence particulièrement. Donc, dans un moment de destruction, en effet, il rappelle du réseau de sa mission de service public. Je trouve important de mentionner, là, vu que tu l'évoques. Ouais, c'est le cas dans le transport, c'est le cas dans la production aussi. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans le passé, tu vois, d'aller filmer des gars dans des usines de production et qui me racontaient les grands coups de froid sur certains hivers où tous les gars, ils se disaient, là, ouais, on s'en foutait des heures, quoi. On y va parce que c'est nos familles et c'est les gens du coin qui vont mourir de froid, sinon on n'y va pas. Donc, il faut y aller, quoi. Et il y a un vrai engagement, ouais. C'est exactement ça. Alors, ces tempêtes, du coup, on l'a vu, elles sont traumatiques, comme tu l'as dit. Quelles conséquences elles ont, alors que ce soit dans un premier temps à court terme, mais aussi à long terme? Alors, à court terme, on l'a vu, hein, c'est la petite piqûre de rappel. Et à long terme, alors là, pour les opérateurs, et là, pour RTE aujourd'hui, mais ça vaut aussi pour Enedis, c'est pour tous les acteurs qui ont aujourd'hui, les opérateurs qui sont en lien avec une infrastructure centrale, vitale, c'est le rappel de la place de la nature, finalement, par rapport à nos infrastructures. Si on est parti d'un truc c'est une histoire de la maîtrise. C'est une histoire de la place de la technique, de la technologie, de la maîtrise de cette technologie, l'électrification à tous les niveaux. Là, il y a un truc qu'on n'a pas maîtrisé, vraiment, et c'est le facteur, là, on part pas à ce moment-là, la question du réchauffement climatique, elle existe, elle est très présente, mais c'est pas un élément aussi fort, évidemment, qu'aujourd'hui, en termes de contexte. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir que la place de la catastrophe climatique, on la prend différemment en compte, notamment dans la sécurisation du réseau, et ce qui va conduire d'ailleurs en parallèle à l'amélioration du niveau de performance du réseau, que ce soit pour l'aspect transport ou l'aspect distribution. Mais en effet, c'est que dans le long terme, il y a ce rappel que la sécurité des lignes face aux événements majeurs, notamment les événements climatiques majeurs, dont les catastrophes naturelles. Là, en l'occurrence, c'était les tempêtes, mais on peut aussi parler d'inondations, de fortes chaleurs, de pas mal d'aspects liés à des choses qu'on a un peu mieux, j'ai pas envie de dire objectivé, mais au moins conscientisé aujourd'hui. C'est un élément qui est très très marquant aussi dans la culture des métiers, que ce soit de la maintenance, mais aussi du développement des réseaux, en prenant en compte ce facteur-là, beaucoup plus après 1999 qu'avant. On nous demande s'il y a eu d'autres événements de ce type qui ont pu enclencher des réflexions ou des actions par la suite, donc dans les 20 dernières années, quoi. Après, tous les ans, en fait, tu as des événements qui vont interroger un petit peu la place de la catastrophe naturelle sur l'infrastructure, mais jamais à ce niveau-là. En effet, jamais à ce niveau-là.
Mais aujourd'hui, en effet, l'entreprise, elle fait que, fait que et aujourd'hui et hier, hein, on s'interroge, par exemple, sur, et on s'est toujours interrogé sur les risques liés à la place de nos infrastructures, mais on s'y intéresse d'autant plus aujourd'hui dans un contexte où, du coup, il y a des phénomènes météorologiques, climatiques, sur lesquels on a quand même une faible maîtrise, une capacité d'anticipation qui est limitée. Donc ça, c'est un point, je trouve, important à prendre en compte et qui change dans la culture de l'entreprise. Qui change. Je trouve que vraiment la date de 99, elle illustre bien ça parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un niveau de destruction de l'infrastructure tel. Il y a toujours à la marge, dans certains événements majeurs, du réseau qui va être impacté par des destructions, par des inondations, mais jamais à ce niveau-là et jamais avec un tel impact sur l'usager. Après 99 vient l'année 2000. 2000, on y est, c'est la création de RTE. En effet, RTE, donc c'est issu de la séparation d'EDF, qui se sépare en différentes branches en 2000. Branches qui vont ensuite être autonomes progressivement. Et donc RTE, ça n'existe pas, l'appellation n'existe pas avant, donc c'est Réseau de transport d'électricité. C'est l'entreprise qui va gérer exclusivement. On n'est plus dans un secteur dit intégré. C'est l'entreprise qui va gérer là exclusivement du coup le transport d'électricité. Et dans le transport, il y aura des missions fondamentales. Qui est la première, c'est la maintenance. Enfin, la première, il n'y a pas d'ordre, mais la maintenance est essentielle dans cette mission-là. Le métier de la maintenance du réseau. Le réseau, c'est un objet qui vieillit, qui est soumis à des événements météorologiques, climatiques, qui peut être cassé. Donc, il y a tout un tas quand je parle de maintenance, en fait, je parle de la maintenance de la végétation sous les lignes. Ça peut évoquer la reconstruction d'un pylône, ça peut évoquer le changement d'un pylône sur des machins qui vont des fois aller à plus de 60 ans, plus de 70 ans. On est sur des objets d'histoire, hein. On a un patrimoine historique énorme avec ces infrastructures qui ont une histoire. Chaque pylône a son histoire quasiment. Donc la maintenance, ça sert à ça en fait, à faire en sorte que la structure tienne bien avec du coup avec l'implémentation de l'innovation au fur et à mesure pour que le réseau soit de plus en plus résistant, robuste, réparable, recyclable aussi. Donc ça c'est un sujet. Il y a le sujet aussi du fait que RTE gère la circulation de l'électricité en temps réel. Ça fait partie des missions qui existaient auparavant dans le groupe, mais qui là sont à la main exclusivement d'RTE. C'est-à-dire qu'il faut assurer l'équilibre du système entre la production et la consommation d'électricité. Juste pour rappeler que l'électricité, ça se stocke pas très très difficilement, surtout à ces échelles. Donc il faut arriver à faire correspondre ce machin qui est production avec l'autre machin qui est consommation. Ce qui est pas forcément simple, voire très complexe. Et on a réussi au fur et à mesure des années à optimiser, à améliorer cette gestion des flux d'électricité en fonction des besoins de consommation et de production. Et RTE gère aussi du coup tout cet aspect du système. Et là, ça passe plutôt par des gens qui vont travailler dans des gens ce qu'on appelle les dispatching, mais ce sont des tours de contrôle en fait au niveau national et aussi au niveau régional pour piloter les flux d'électricité et permettre qu'elles soient acheminées et qu'on n'ait pas ce qu'on appelle de congestion au niveau du réseau. Ouais, grosso modo, en gros, quand tu disais tout à l'heure, à l'échelle régionale, t'as une ville qui produit plus, quand l'autre, elle en manque, on transfère, là, on fait ça, mais à l'échelle régionale et nationale, donc on peut quand même envoyer l'électricité assez loin, quoi. Parce qu'en fait, il faut regarder au niveau national, et il faut regarder au niveau, il y a un facteur on l'a assez peu évoqué, mais le niveau européen qui est central au cours du XXe siècle. On a des interconnexions européennes qui nécessitent encore une plus grande pilotabilité du système. Alors ça le renforce d'un certain côté, mais ça le complexifie aussi. Et ça nécessite d'être toujours meilleur sur cet aspect système du réseau électrique, qui fait qu'en effet, du coup, ça fait partie de l'amélioration continue, j'ai envie de dire, des métiers cruciaux, centraux de l'entreprise. Ouais, moi ça c'est ce qui m'a fait halluciner quand j'avais bossé sur cet épisode qu'on a fait avec RTE sur le réseau de transport d'électricité et que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est ce niveau d'interconnexion avec les autres pays. C'est énorme en fait. Ouais, c'est assez vertigineux, ça fait peur quand tu vois ça. Et non, en effet, on arrive à avoir une bonne interconnexion qui est géniale et qui permet à la fois de sécuriser, d'optimiser les échanges à l'échelle européenne. Et tu le dis très bien dans la vidéo, c'est s'il y a bien un truc qui marche en Europe, en effet, c'est les interconnexions entre les pays.
Ça fait partie, je trouve, on parle des grandes réussites européennes. Je trouve que la question qui mérite encore d'être approfondie, hein, d'ailleurs. Mais c'est un truc qui marche. Et alors, à partir du moment où ça a été créé en 2000, comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, RTE? Alors RTE, comme je te l'ai dit, ça a suivi l'entreprise à évoluer sur ses missions premières. Et t'as quand même un truc qui est rentré dans la donne à un moment donné, c'est la loi de transition énergétique pour la LTCV, pour la croissance verte. Ça a changé un peu la donne. Parce qu'on est resté dans une trajectoire assez stable du réseau qui s'est stabilisé en 90. On n'a pas eu besoin d'énormément développer le réseau au cours des années. Il y a eu du développement de réseau, mais qui a été modéré, on va dire, dans les années 2000. Néanmoins, ce machin-là, la loi de transition, qui à un moment donné trace ou en tout cas impulse un mouvement de décarbonation de la société. Donc, ok, comment on va faire moins de gaz à effet de serre dans nos productions, nos consommations industrielles, domestiques. Et donc, il y a une voie qui se pose et qui est plutôt unanime, qui est la voie de l'électrification à ce moment-là, qui met du temps, un peu de temps à se mettre en place, mais qui dit électrification, conversion de certaines industries, de certaines pratiques, avec un nouveau passage à l'électrification. Et du coup, ça induit des besoins de réseau extrêmement forts. Et donc, l'entreprise, elle fait face aujourd'hui, elle s'intègre et elle participe à répondre à cet enjeu-là par l'accroissement très clair des besoins de réseau. Et elle réfléchit beaucoup de fait à ce que ça va induire en termes de pilotabilité du système, donc le système électrique, à ce que ça va induire en termes de développement des infrastructures, où on les met, comment on les met, comment on répond à des événements climatiques majeurs qu'on ne peut pas forcément encore anticiper, qu'on est désormais capable d'anticiper. Voilà ce que ça induit, tout en répondant à des besoins aussi en parallèle. On l'a dit, on l'a vu, il y avait ces questions du leitmotiv de la souveraineté. Répondre à un impératif de souveraineté industrielle qui s'est d'autant plus manifesté ces derniers mois, ces dernières années, avec un impératif de réindustrialisation dans laquelle l'électrification, a priori, va avoir une place centrale. Et a déjà quelque part une place centrale. Donc, il y a toute une réflexion, un cadre, un contexte qui s'impose aujourd'hui à RTE et qui va pas faire évoluer les métiers fondamentaux de RTE, mais qui par contre rehausse les enjeux clairement autour du réseau et de fait autour de nos missions. D'où peut-être le pylône en 2027 sur les affiches, quoi. Alors, encore je te disais, j'y crois à moitié, mais on peut faire un petit pari, ça peut être drôle. Mais même dans l'effort politique, j'aurais du mal à voir qui mettra encore pylône actuellement, mais ça peut être intéressant de tester le truc et de regarder en 2027. Mais ce serait un bon message, hein. Ce serait sur le papier, ce serait un bon message. Après, on va voir si les communicants acceptent. Mais alors, du coup, tu dirais que là, on est rentré dans une troisième phase. C'est une hypothèse, ouais, de troisième phase d'électrification, parce qu'en fait, selon moi, il y a une volonté d'impulser une troisième phase. Elle est claire, elle est nette. Est-ce qu'on l'atteint véritablement? La réponse est très partielle pour l'instant, et c'est normal. On a vu que ça prend du temps, une phase d'électrification. Quand on arrive à la situer dans le temps, à la redécouper, et je parle bien de la transition bas carbone, est-ce qu'on va l'atteindre avec l'électrification? On ne peut pas parier sur l'avenir. On souhaite que ça se fasse. On met des moyens pour. Les pouvoirs publics tentent de mettre des moyens pour. Maintenant, on va voir comment ça se déroule. Mais oui, à mon sens, on rentre dans cette hypothèse de troisième phase d'électrification. Qui n'est pas forcément unanime, hein, attention. Mais dans l'analyse en tout cas que j'en ai, c'est comme ça que je le traduis. Ouais, et puis ce qui est étonnant, c'est que on voit à quel point ça a évolué depuis plus de 100 ans maintenant, presque même 2 siècles. On se doute que ça va encore évoluer, et il y a des trucs qu'on soupçonne pas qui vont nous permettre sans doute d'arriver dans quelques dizaines d'années à des choses intéressantes. Mais en effet, après, je trouve que c'est intéressant parce que ce qui drive un peu le 19e siècle, c'est un peu l'électricité imaginée, puis expérimentée. Le 20e, c'est l'électricité qu'il faut produire et consommer dans une période de croissance. Et là, il y a une nouvelle question qui se pose, c'est l'électrification aussi dans un espace fini, avec des ressources finies. Et là, c'est encore un autre sujet qui nécessite de réfléchir à une électrification
dans un régime global de contraintes. Je pense évidemment aux questions de planétaire qui est centrale à prendre en compte là-dedans. Et c'est un vrai sujet qui est passionnant sur la question de l'usage des matériaux pour tous les acteurs qui aujourd'hui, industriels, qui produisent, qui déploient des infrastructures. C'est un sujet évidemment, qui est pris en compte, mais qui, à mon avis, va être un des enjeux fondamentaux de la prochaine électrification. Et le fait qu'on s'inscrive dans le schéma, dans le cadre de la décarbonation, c'est pas anodin. C'est pour répondre aussi au dépassement des différents limites planétaires. Et là, on parle essentiellement de climat. Il y a évidemment tout un tas d'enjeux, notamment matière, qui s'imposent autour du sujet, dans l'enjeu de la diversité. Donc, c'est ce cadre-là aussi qui va, à mon sens, dans le long terme, en tout cas, driver cette future électrification. Est-ce que tu aurais des références, des documentaires, des bouquins que tu aimerais conseiller aux gens qui nous écoutent pour en savoir un peu plus sur le sujet qu'on vient d'aborder aujourd'hui? Quand même, l'incontournable, c'est Christophe Bounou, je dis, parce que c'était mon chef à l'université, c'est un ami, mais c'est quelqu'un qui a vraiment énormément travaillé sur l'histoire de l'électrification régionale, notamment. Et donc, tu as une référence, c'est son habilitation à diriger des recherches entre David et Goliath, la dynamique des réseaux régionaux, dans lequel l'électrification est abordée en filigrane d'ailleurs du chemin de fer. Et sinon, si tu veux remonter plus loin, alors là, il y a un ouvrage qui est plus dur à dégoter, c'est Modernisation et territoire, l'électrification du Grand Sud-Ouest de la fin du 19e à 1946. Donc là, plus spécifiquement sur l'électrification du Sud-Ouest, ça traduit bien un petit peu comment une région, en effet, s'électrifie au fur et à mesure, ce qu'on a un petit peu évoqué là, mais dans le détail, avec beaucoup de données, c'est très documenté. Sur un volet plus culturel, les travaux d'Alain Beltran, notamment, alors attends, je te cite la référence, le titre spécifique de l'ouvrage, donc il a coécrit avec Patrice Carré, c'est La vie électrique, histoire et imaginaire, du XVIIIe siècle au XXIe siècle. Donc là, c'est un ouvrage majeur pour un peu saisir à la fois l'aspect domestique et cette dimension imaginaire qui est centrale, en fait, selon moi, et beaucoup d'acteurs dans l'histoire de l'électrification. Elle est vraiment pas à négliger, même si elle est plus diverse. Et en effet, sur la question des consommations, c'est plus indirect, mais les travaux de Renan Viguier sur le chauffage, et l'électrification aussi du chauffage, parce qu'il n'y a pas anodin la question du chauffage dans cette histoire de l'électrification, donc qui aborde dans ses travaux de thèse, dans la publication de ses travaux de thèse, c'est donc le titre de l'ouvrage, c'est j'en ai bien au chaud. L'histoire du chauffage, il y a un cliché là-dessus. En plus, bref, c'est plutôt stylé, c'est plutôt bien fait. En plus, c'est carrément abordable en termes d'épaisseur, donc c'est plutôt chouette. Donc, on va essayer d'aborder un petit peu tous les aspects industriels, les aspects régionaux, les aspects aussi domestiques de cette électrification. Mais évidemment, une quantité d'ouvrages énorme là-dessus. Mais en effet, si je peux te faire un petit résumé de tout ça et que ça peut être diffusé ensuite à l'écrit, ça permettra aussi aux auditeurs de... En description, en commentaire, ouais, bien sûr, ça sera mis. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve génial avec ce sujet, c'est-à-dire que on voit tous à quoi ressemble un pylône électrique et quand on le regarde comme ça, c'est vrai qu'au premier abord, on s'imagine pas toute cette histoire très plurielle qu'il peut y avoir derrière, et qui est une histoire que moi j'essaie de faire passer à travers Nota Bene. C'est une histoire, là on l'a vu à travers cet entretien avec toi, Jordan, qui est à la fois technique, économique, industrielle, politique, c'est social, c'est une histoire qui est liée même aux imaginaires. Donc finalement, à partir de ce sujet du transport d'électricité, on touche à tout en fait. C'est ça qui est chouette. Moi, c'est ça qui m'emballe. Et encore, on n'a pas parlé non plus d'histoire véritablement technique, parce que aujourd'hui, moi, j'ai pas le bagage je suis ingénieur de formation, je suis historien, mais tu as tout un bagage d'évolution technique dans l'histoire purement des techniques. C'est passionnant. On l'a pas abordé aujourd'hui parce que j'avais pas les moyens de le faire. Et tu as tout un tas d'autres sujets aussi de l'histoire de l'électrification qu'on n'a pas pu aborder, parce que c'est une question de temps aussi, mais je pense en effet que, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une histoire, pardon du terme, un peu tarte à la crème, mais c'est une histoire totale, l'électricité, qui touche à peu près tous les aspects de ce qui me concerne. On a un petit message dans le chat qui souligne un truc et je plus soi, qui nous invite à aller voir les vidéos du camarade Dimitri Ferrière alias Monsieur Bidouille sur les techniques de l'électrification, etc. Très très bon vidéaste, je vous le conseille. Allez voir ses émissions, c'est bon et ça vous apprendra plein de trucs. Voilà. Tu connais Monsieur Bidouille ?
J'en ai entendu parler, j'ai pas vu ces vidéos, mais j'y gagnerais visiblement pour combler un petit peu mes lacunes techniques, notamment, ça peut être pas mal, tu vois. Bon alors toi, quels sont tes actus, sur quoi tu bosses? Là, je travaille sur la question de la prospective. Donc là, mes actus, c'est aussi la rentrée. Je donne des cours à Sciences Po Bordeaux sur l'histoire de la prospective. C'est un sujet en vrai qui me passionne énormément. RTE fait de la prospective. Un sujet qui est peut-être un peu moins parlant, moins connu, mais c'est un peu la manière dont on tente d'élaborer rationnellement des trajectoires futures. Et pour la société, pour un secteur industriel, tout un tas de choses. Donc ça, c'est un peu un sujet que j'essaie de travailler en filigrane, qui est moins facile à aborder à grande échelle, mais qui est central en fait, parce qu'il montre un petit peu comment on organise un petit peu la construction du futur à l'échelle des sociétés, des groupes industriels, des acteurs scientifiques aussi. Sur ce sujet qui est entre sciences finalement, entre sciences, politique, industrie, c'est un sujet qui me passionne. Mais qui fait travailler aussi l'imaginaire, du coup. Et qui se fait travailler énormément l'imaginaire parce qu'aujourd'hui, la question de la prospective, elle se raccorde évidemment à la question du récit qui est sous-jacent aux trajectoires futures qu'on essaie de tracer scientifiquement, ou en tout cas le plus scientifique, en s'outillant d'un bagage scientifique, parce que la prospective n'est pas une science. Mais en effet, la science-fiction, elle participe un petit peu de la question de la mise en récit des imaginaires aussi que porte la prospective en France et ailleurs d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, dans ce cadre-là, il n'y a rien de mieux que lire Fondation d'Asimov pour comprendre un petit peu à quoi peut correspondre à peu près l'idée d'une super prospective dans 40 mois. Mais oui, il y a clairement des connexions très fortes entre les objets de la perspective et SF. Peut-être que dans 10 ans, on aura un auteur qui va débarquer qui s'appellera Jordan Verne, voilà, sous pseudonyme, et qui nous livrera ses projections du futur. Qui sait? En tout Je cas, pense qu'il y en aura d'autres avant moi. Moi, je serai peut-être un des observateurs, mais il y en aura peut-être d'autres avant moi. écoute, en tout cas, merci beaucoup, Jordan, de nous avoir accordé de ton temps aujourd'hui pour parler de ce sujet. Merci à toi et à toute l'équipe. C'était vraiment génial comme expérience et assez inédit pour moi qui viens de l'université à la base. J'ai pas forcément l'habitude de ce type de format, donc c'était vraiment très chouette. Tu voulais rajouter un petit mot pour conclure? Électrification toute. Bon, en tout cas, on aimerait remercier aussi RTE, hein, avec qui on a collaboré, qui était le partenaire de cette émission, avec qui on a fait cette super vidéo sur YouTube. Vraiment, on a eu toute l'équipe qui a été avec nous et qui nous a vraiment bien accompagnés, qui nous a vraiment bien accueillis sur les sites qu'on a pu aller filmer dans le nord de la France et on a appris plein de trucs, comme d'habitude. Donc merci à eux. Merci Jordan, merci à tous. Salut et merci Louis pour la prépa. Ciao ciao.